Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un livre vraiment fondamental si on s'intéresse à la science. Qu'est-ce que la science d'Alan Chalmers. Ah oui, Chalmers, un incontournable. Exactement. C'est un physicien à la base qui est devenu philosophe et son livre, il nous guide à travers les différentes façons de voir la démarche scientifique. L'objectif, c'est un peu de décortiquer les idées clés de ce bouquin. C'est ça. Chalmers, il a été formé à Londres, influencé par des grands noms comme Popper, Lakatos, mais après, il a vraiment développé sa propre pensée critique, assez nuancée. Donc, pas juste un disciple. Non, pas du tout. Son livre, c'est vraiment une super introduction aux conceptions modernes de la science. Il montre bien les forces, mais aussi les faiblesses de chaque approche, sans forcément trancher de manière définitive. Alors, on commence par quoi? L'approche la plus intuitive, peut-être? L'inductivisme? Oui, l'inductivisme. L'idée simple, presque de bon sens. On observe, encore et encore, de manière neutre. Et paf, on en tire une loi générale. Genre, j'ai vu des milliers de signes, ils étaient tous blancs, donc tous les signes sont blancs. Logique. Ben, en apparence, oui. Mais c'est là que ça coince un peu. Chalmers le montre bien, c'est un vieux problème en philo des sciences. Comment on justifie ce saut? Passer d'un nombre fini d'observations, même énormes. À une règle universelle, valable tout le temps, partout. Exactement. Le fameux exemple de Russell, la dinde inductiviste, il est parfait pour ça. Bah oui, la dinde. Raconte un peu. Ben, cette dinde, elle est nourrie tous les jours à 9 heures, jour après jour. Donc par induction, elle en déduit une loi. Je suis toujours nourrie à 9 heures. Une conclusion basée sur des centaines d'observations. Logique, de son point de vue. Tout à fait. Sauf que, le matin du 24 décembre, le fermier arrive et ce n'est pas pour la nourrir. L'induction, ça ne garantit rien sur le futur, en fait. Aïe, pauvre bête. Et du coup, si l'induction est bancale, comment la science avance? Quelle alternative? Alors là, on arrive à Karl Popper, une figure majeure. Lui, il propose le falsificationnisme, ou la réfutabilité, si tu préfères. Réfutabilité. Ça veut dire quoi? Pour Popper, une théorie est scientifique non pas si on peut la prouver vraie, parce que l'induction, on a vu, c'est compliqué, mais si on peut imaginer une expérience, une observation, qui pourrait la prouver fausse. Ah d'accord. Elle doit pouvoir être mise à l'épreuve, risquer d'être contredite. C'est exactement ça. Elle doit être falsifiable. Tous les signes sont blancs, c'est scientifique, parce que si on trouve un seul signe noir, eh bien, la théorie est réfutée. C'est ça qui fait avancer la science, hein. Éliminer les théories qui ne résistent pas au test. D'accord, c'est une logique différente. On cherche pas la preuve absolue, mais plutôt le test critique. Malin. Mais est-ce que ça résout tout? Ben non, pas complètement. Chalmers pointe aussi les limites de ça. Déjà, Popper lui-même en était conscient. Par exemple, une observation qui semble contredire une théorie. Oui. Elle pourrait être fausse, elle aussi, ou mal interprétée. Nos instruments, nos mesures, tout ça, ça dépend aussi de théories. Ah oui, c'est vrai. Si mon télescope me montre un truc bizarre, c'est peut-être le télescope qui déraille. Pas forcément la loi physique que je teste. Voilà. Donc, réfuter une théorie, ce n'est pas toujours si simple en pratique. Les énoncés d'observation eux-mêmes sont faillibles. Bon, on voit que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. La science, c'est pas juste appliquer une méthode et hop. Alors, on va où après Popper? Eh bien, on a des visions plus structurelles, on pourrait dire. Imre Lakatos, par exemple, qui était un élève de Popper. Lakatos, oui. Il parle de quoi, lui? Il introduit l'idée de programme de recherche scientifique. Pour lui, on n'évalue pas des théories isolées, mais plutôt des ensembles de théories. Un peu comme des systèmes. Des systèmes. Oui. Avec un noyau dur, les hypothèses fondamentales qu'on essaye de ne pas toucher, et autour, une ceinture protectrice d'hypothèses secondaires qu'on peut modifier, ajuster pour que le programme colle mieux aux observations, même celles qui sont un peu gênantes. D'accord, on protège le cœur de la théorie en adaptant la périphérie. C'est moins brutal que la réfutation directe de Popper. C'est ça. Et pour Lakatos, un bon programme de recherche est progressiste. Il permet de prédire des faits nouveaux, inattendus. S'il ne fait que se rafistoler après coup pour expliquer les problèmes, il dégénère. Intéressant comme image. Et puis, il y a un autre nom très connu qu'aborde Chalmers, Thomas Kuhn. Ah, Kuhn et ses paradigmes? Oui, c'est une autre approche très influente. Pour Kuhn, la science fonctionne le plus souvent en mode science normale. La science normale. C'est quand les chercheurs travaillent à l'intérieur d'un cadre de pensée dominant, un paradigme. Ce paradigme fournit les lois, les méthodes, les instruments et même une vision du monde partagée.
Le boulot, c'est de résoudre des énigmes définies par ce paradigme. Un peu comme si tout le monde jouait selon les mêmes règles du jeu. Exactement. Mais parfois, des anomalies s'accumulent, des résultats qui ne collent pas avec le paradigme. Si ça devient trop important, ça mène à une crise, La crise peut mener à... à une révolution scientifique. C'est là qu'un nouveau paradigme émerge et finit par remplacer l'ancien. Pense à la révolution copernicienne ou au passage de Newton à Einstein. D'accord. Et Kuhn insiste beaucoup sur un truc, l'incommensurabilité entre les paradigmes. Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est une idée assez forte. Ça veut dire que les tenants de deux paradigmes différents ne parlent pas tout à fait la même langue scientifique. Ils n'ont pas exactement les mêmes concepts, les mêmes critères pour juger une théorie. Ils ne voient pas le monde de la même façon. Donc, on ne peut pas juste dire celui-là est meilleur que l'autre sur des bases purement logiques. Selon Kuhn, c'est plus compliqué que ça. Le choix entre paradigmes implique aussi des facteurs sociaux, psychologiques. C'est pas une simple comparaison objective point par point. C'est une idée qui a fait couler beaucoup d'encre. On imagine. Ça bouscule l'image d'une science qui progresse de façon linéaire et totalement rationnelle. Et Chalmers y va encore plus loin. Il explore des idées plus radicales. Oui, il aborde aussi Paul Feyerabend. Lui, c'est l'anarchiste épistémologique. Anarchiste. Carrément. Oui, avec son slogan provocateur « Anything goes tout est bon ». Feyerabend critique violemment l'idée qu'il y aurait une méthode scientifique unique et supérieure. Il montre que les grandes découvertes ont souvent transgressé les règles admises à leur époque. Donc, pas de méthode universelle pour Feyerabend. C'est ça. Il remet en cause la prétendue supériorité de la science sur d'autres formes de connaissance. Chalmers discute aussi de l'objectivisme, l'idée que la connaissance existe en soi indépendamment des chercheurs. Et la question de savoir ce que sont les théories, au fond, des outils ou des descriptions de la réalité. Exactement le débat entre réalisme et instrumentalisme. Est-ce que les théories scientifiques visent à nous dire comment le monde est vraiment, réalisme, ou sont-elles juste des instruments utiles pour prédire et agir? Instrumentalisme. Chalmers explore ça aussi, la question complexe de la vérité en science. Pfiou, c'est dense. Au final, quand on referme le livre de Chalmers, on n'a pas une réponse simple et unique à la question « Qu'est-ce que la science ?» Non, et c'est ça qui est formidable. Ce n'est pas le but de donner la définition. On repart avec une meilleure compréhension de la complexité du sujet, une sorte de carte des différentes positions philosophiques, avec leurs arguments, leurs points forts, leurs limites. C'est plus un paysage qu'une définition unique. Tout à fait. Chalmers nous montre que la philosophie des sciences est un débat vivant, plein de nuances, et que réfléchir à ce qu'est la science, c'est essentiel. Il n'y a pas de réponse magique. C'est vraiment une invitation à la réflexion critique, à dépasser les visions un peu naïves ou dogmatiques de la science. Une lecture très éclairante, en effet. Absolument. Comprendre ces débats, ça nous équipe mieux pour penser la science, son rôle, ses limites dans notre monde actuel. À bientôt, que la force de la ceinture de l'Akatos soit avec nous.